Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur comment bien choisir son plan d'épargne en action, donc qu'on appelle le PEA. Alors je vais vous parler un petit peu du PEA, pourquoi c'est ce que je recommanderais à toute personne qui veut investir dans des actions et en bourse. Quels sont ses avantages et ses inconvénients aussi sur un compte titre par exemple. On va voir aussi comment bien choisir son PEA, parce qu'en effet, c'est pas tous les mêmes. Et puis, suivant la banque que vous allez choisir, vous n'aurez pas les mêmes avantages. Je vais vous montrer, selon moi, quels sont les meilleurs PEA, les meilleures banques pour un PEA, du moins, à choisir. Je vais aussi vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que je recommanderais à la fois à des personnes qui auraient du mal, des difficultés ou tout simplement qui seraient novices dans ce domaine-là. Quelle banque choisir pour des niveaux intermédiaires et pour un excellent niveau. Alors, première chose à savoir, et c'est le point fort principal d'un PEA. Un PEA, eh bien, vous êtes fiscalisé dessus pendant 5 ans et ensuite vous êtes exonéré totalement de fiscalité, donc d'impôt dessus, après les 5 ans. Voilà, donc ça c'est le gros avantage d'un PEA. Donc là je suis sur la plateforme de Fortuneo, dont je vous parlerai plus tard. Moi justement je suis chez Fortuneo, j'ai choisi cette banque-là pour mon PEA. Alors, oui, en effet, aucune imposition des gains nets au-delà de la 5e année. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez dépassé 5 années, donc une fois que votre PEA vous l'aurez ouvert plus de 5 ans, c'est pourquoi même si vous investissez pas dedans, je pense qu'il est super intéressant d'ouvrir un PEA à l'heure actuelle encore et puis d'attendre, même si vous l'utilisez pas pendant 2-3 ans, on ne sait jamais. Ou dites-vous qu'au bout de 5 ans, ce que vous aurez dedans sera défiscalisé. La seule chose que vous paierez sera les prélèvements sociaux qui, eux, ne sont pas enlevables, si vous voulez. C'est un peu obligé, on est obligé de les payer. Hein. Donc, au moment où vous sortirez l'argent, vous paierez seulement 17,2% au lieu de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, clôture du plan, sauf en cas de création ou reprise d'entreprise dans les 3 mois. Si vous faites ça, vous pouvez faire un retrait directement de ce que vous avez sur votre PEA sans que ça clôture pour autant votre plan. Alors ça, c'est si vous retirez de l'argent avant la fin des 5 ans. Par contre, il faut bien comprendre que dès l'instant que vous aurez fait un retrait entre 0 et 5 ans, non seulement vous risquez de payer les impôts qui sont ici, 12,8% en plus des 17,2%, et en plus, vous ne pourrez plus faire de nouveaux versements. Donc, c'est vraiment pas l'intérêt de créer un PEA si c'est pour retirer l'argent dans moins de 5 ans. Deuxième chose, une fois que vous avez dépassé les 5 ans, il n'y a plus de clôture du plan et les nouveaux versements sont possibles, mais dans la limite des plafonds autorisés. Et ça, il faut savoir que dans un PEA, on ne peut pas mettre plus. Alors, est-ce que c'est écrit ici? Donc, on ne peut pas mettre plus de 150 000 euros. Je ne sais pas où c'est écrit. Alors là, le montant qui est ici n'est pas tout à fait vrai. C'est le plafond de versement, certes, c'est 225 000 euros, c'est vrai. C'est vrai dans le cas où vous avez un PEA PME. Donc, quand vous avez un PME en plus de votre PEA, vous pouvez, en associant ces deux comptes, en quelque sorte, en considérant les deux, vous pouvez atteindre un plafond total de 225 000 euros investis, si vous voulez, dedans. En gros, sur mon PEA, je ne pourrais pas déposer plus de 150 000 euros dedans. Quand j'aurais déposé en tout 150 000 euros, donc ça peut prendre 20, 30, 40 ans pour déposer 150 000, eh bien, j'aurais atteint le plafond de dépôt que je peux mettre dedans. Mais ça ne veut pas dire que dessus, vous ne pouvez pas avoir 1 million d'euros. Bien sûr, c'est possible d'avoir 1 million d'euros dans votre PEA, mais ce sera gagné par non seulement les dividendes que vous aurez touchés et les plus-values par achat-revente d'actions. Bon, donc quand on a les deux, quand on cumule les deux, on peut dépasser le montant de 150 000 euros de plafond jusqu'à un montant de 225 000 euros. Ça devient 225 000 euros. Mais à ce qu'il me semble, pour avoir un PME, il faut détenir une entreprise
Il me semble que c'est la condition, je me rappelle plus très bien, j'ai pas moi-même de PME. Ça pourra peut-être être intéressant à l'avenir, plus tard, mais pour l'instant, c'est pas mon cas. Pour un petit actionnaire, hein, puisque clairement je suis un petit, je suis dans la zone de 10 000 euros en quelque sorte d'action, c'est pas énorme comparé à beaucoup d'autres qui ont des comptes à plus de 150 000 euros. Voilà. Alors, donc ça, c'est la première contrainte d'un PEA par contre. En effet, elle est plafonnée à 150 000 euros. On ne peut pas investir davantage que cela. Alors qu'un compte titre ordinaire, là, vous pouvez investir autant que vous le souhaitez. Autre chose, si vous comptez faire de la plus-value que par des dividendes dans une entreprise, donc autrement dit, vous comptez garder vos actions pour long terme, ça peut valoir le coup de passer par un compte titre ordinaire et même de s'arranger avec l'entreprise, je ne sais pas comment. Mais il y a moyen. Les avantages d'un compte titre ordinaire, c'est que vous passez pas par un intermédiaire et du coup, vous pouvez être invité chaque année, il y a une réunion des actionnaires et vous pourrez recevoir en fait une lettre, une convocation pour y aller, qui n'est pas obligatoire mais c'est mieux. Comme ça, vous aurez des informations en direct avec l'entreprise. Vous pourrez aussi influer, voter à l'AG. Donc ça vous donne plus de pouvoir. Alors que dans un PEA, c'est vrai qu'il y a un peu le rôle d'intermédiaire, on ne reçoit pas vraiment toutes ces infos, c'est à nous d'aller les chercher directement. Bon, ça c'est quand même les avantages que peut avoir un compte titre. L'inconvénient du compte titre, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes imposé. Et vous êtes imposé à hauteur de 30%. Donc attention, voilà, donc paiement des impôts et des prélèvements sociaux dès le premier euro de cession. Oui, c'est le cas. Chose qui n'est pas le cas justement dans le PEA. Dès l'instant où vous avez retiré au-delà de 5 ans, vous êtes défiscalisé totalement. Vous voyez, c'est 0% sur le taux d'imposition. Il n'y a que les prélèvements sociaux qui sont vraiment obligatoires, mais pour le reste, pas de problème. Alors maintenant, voyons un petit peu plus le vif du sujet, c'est-à-dire, super, on peut ouvrir un PEA. Un PEA, c'est un plan d'épargne en action, c'est plutôt sympa. Maintenant, toutes les banques peuvent vous proposer d'ouvrir un PEA. Alors la question, c'est comment choisir la banque finalement dans laquelle ouvrir son PEA. Vous voyez, qui est éligible toutes les personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Donc vous êtes domicilié en France, fiscalement, vous avez le droit d'ouvrir un PEA. Ça, c'est vraiment ouvert à toute la population. Les pauvres, finalement, comme les riches. Alors, je vais aller ici. C'est un comparatif, donc ça, vous pouvez taper comparatif PEA ou simplement meilleure banque pour un PEA ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai dû taper frais de garde, pas de frais de garde, PEA. Parce que ça, c'est un des critères qui peut vous décider à choisir un PEA chez une banque plutôt qu'une autre. On va voir un petit peu justement qu'est-ce que ça a de particulier, qu'est-ce que ça change d'une banque à l'autre. Alors, il s'avère que le meilleur, officiellement, c'est officiellement, j'allais dire c'est soi-disant. Non, c'est le cas, ce serait Bourse Directe. Donc, Bourse Directe en ligne offre des avantages qui font que c'est considéré comme la meilleure banque 2022 pour le PEA. Alors, pourquoi? Déjà, le dépôt minimum. Le dépôt minimum, vous voyez, 1 euro. 1 euro, alors que pour un courtier traditionnel, donc n'importe quelle banque standard normale, eh bien, il faut normalement déposer un minimum 200 euros. C'est une condition standard. Il faut savoir qu'un autre des inconvénients du PEA, c'est qu'on ne peut investir normalement que dans les bourses européennes, la plupart du temps. Là, vous voyez que avec le PEA chez Bourse Directe, il y a 2 bourses américaines possibles. Mais sinon, globalement, c'est les bourses européennes dans lesquelles on a le droit d'investir. Dans lesquelles surtout on peut investir dans un PEA. Les autres ne sont pas éligibles au PEA et donc vous êtes obligé d'investir dans un compte titre, de passer par des comptes titres ordinaires. Alors oui, ensuite il y a les droits de garde. Et les droits de garde, pour moi, il était essentiel qu'ils soient gratuits. Et ça a été une des conditions du coup dans mon choix de la banque pour investir dans les actions et donc dans ce PEA.
Frais d'inactivité, 15 € par an. Traduction, dans une banque normale, bon, vous n'utilisez pas votre PEA, eh bien, il y a de grandes chances que vous payez des frais d'inactivité. En général, ils sont aux alentours de 10 à 15 € par an. Chose qui est gratuit chez Bourse Direct. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Ça veut dire que vous pouvez ne rien faire dans l'année. Vous n'allez pas ni payer plus, ni payer moins. Vous perdez rien à avoir votre PEA. Autre chose, donc les frais de garde, c'est si... Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces droits de garde et ces frais de garde? Je vous explique ça, c'est pas compliqué. C'est si vous gardez, par exemple, j'ai 10 actions chez Eutelsat. Eutelsat Communication, très bien. Finalement, le cours a chuté, je les ai gardés et je les garde plus de 6 mois. Eh bien, globalement, les banques traditionnelles, tous les 6 mois, vont vous faire payer des frais de garde. Alors, je dis 6 mois, en général, c'est 6 mois. Alors ici, vous voyez, sur une banque standard, vous avez payé 5 € de frais de garde, peu importe les actions que vous avez, plus 0,30% par ligne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une ligne? Je vous explique. Alors, admettons que vous avez plusieurs actions. Alors, Eutelsat Communication, FDJ, Française des Jeux, Sèche Environnement, Kering, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, j'en ai cité quelques-unes. Eh bien, chaque action que vous possédez dans différentes entreprises, finalement, une entreprise correspond à une ligne, peu importe le nombre d'actions que vous avez dedans. Donc, admettons que j'ai 100 actions Eutelsat, ça me fait une ligne. Deuxième ligne, 5 actions chez Kering, ça me fait une deuxième ligne. Et donc, on va payer 5 € plus 0,30% par ligne que l'on détient. Et attention, c'est 0,30% de la valeur que l'on détient. Ce qui peut tout de suite vous causer un coût, finalement, un coût qui n'est pas avantageux, qui n'est pas terrible en termes de rendement. Si vous cherchez vraiment à faire du rendement par un PEA, c'est quand même un des objectifs, eh bien, faites attention, la banque que vous allez choisir peut vous causer des pertes, et il faut en avoir conscience, qui sont liées aux droits de garde, aux frais d'inactivité et aux frais de courtage qu'on va parler tout de suite. Frais de courtage sont mon deuxième critère pour mon choix de la banque. Oui, c'est super important les frais de courtage. En gros, à chaque fois que vous allez passer un ordre, vous allez payer des frais. C'est un peu les frais de transaction dans la crypto-monnaie, vous voyez. Donc, si on utilise Bourse Direct, eh bien, vous paierez 0,99 € par ordre inférieur à 500 €. Vous paierez 1,90 € par ordre compris entre 500 € et 1000 €. 2,9 € pour les ordres compris entre 1000 € et 2000 €. 3,80 € pour les ordres compris entre 2000 € et 4400 €. Et ensuite, au-delà de 4400 €, et donc ça, pour les très riches, franchement, c'est le plus, et bien vous payez plus que 0,09% pour tout ordre supérieur à 4400 €. Donc ça, vraiment, c'est top. Il faut savoir que pour les banques traditionnelles, les frais de courtage sont globalement compris entre 0,6% et 1%, et ça monte assez vite à 1%. Les frais de courtage, donc de transaction, donc de passage d'ordre, si vous voulez. Et les frais de courtage en bourse européenne, 0,15% ici, ce qui est vraiment pas cher, et 1% dans le cas d'un PEA normal. 1%, c'est énorme, ça veut dire que pour 1000 €, vous payez quand même 10 €. Enfin, c'est énorme, c'est vrai, ça n'a pas l'air beaucoup. 1%, c'est 1 € pour 100 €. Bon, 10 € pour 1000 €. Mais pour 10 000 €, vous payez 100 € de frais, vous imaginez? C'est quand même énorme, sachant qu'on pourrait, dans une autre banque, n'être qu'à 0,15%. C'est quand même génialissime, il y a une grosse différence, c'est plus que divisé par 4 là. Alors, on va descendre un peu plus bas, et là vous allez avoir d'autres comparatifs, et c'est les 3 que j'avais relevés. J'ai hésité, moi, quand j'ai investi dans ce PEA, à la base, comme j'étais débutant, je l'avais fait d'ailleurs dans une banque standard, et j'ai basculé mon PEA l'année dernière dans une des banques, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à me demander, mais dans quelle banque je ferais bien de passer? J'avais hésité entre Bourse Direct, Fortuneo et Boursorama, justement. Donc là, on les retrouve ici, ça tombe bien, c'est en effet les 3 dans lesquels j'ai hésité l'an dernier. Et j'ai fini par choisir Fortuneo. Alors, je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai fini par pencher chez Fortuneo.
elles sont très bien. Before Bank, je connais pas. Je la connaissais pas avant de tomber dessus ici. Du coup, je sais pas. Pour les 3 autres, en effet, c'était celles entre lesquelles j'hésitais. Alors pourquoi déjà j'hésitais entre ces 3-là? Parce que ce sont les 3 seuls que j'avais notés. Apparemment, il y en a une 4e autre qui propose des droits de garde gratuits. Il n'y a presque aucune autre banque qui propose des frais de garde gratuits. Donc ça, c'est ce qui m'a fait pencher vers ce choix parmi ces 3 banques. Maintenant, il fallait se décider parmi ces 3-là. Frais d'inactivité, vous voyez, ils sont tous gratuits ici. Donc ça, c'est top. Et les frais de garde. Frais de garde, là, vous voyez, quand je vois ça déjà, je me dis que je vais pas choisir celle-ci. Alors, pour ma part, étant à Fortuneo, voici ce que je dépense. Je vais dépenser 1,95 € pour tout frais d'ordre inférieur à 500 €, 3,90 € pour tous les ordres compris entre 500 et 2000 € et 0,2% pour tous les ordres supérieurs à 2000 €. Alors on va remonter pour Bourse Directe. Vous voyez que là c'était 0,15%. Ça va. Globalement, on s'y retrouve, c'est pas beaucoup plus cher ici. Et là, on a 0,2% plus 30 € pour les frais de courtage en bourse européenne, en dehors de l'Euronext. Alors, hop, je remonte. Là, on payait minimum 15 € et on était à 0,15. Bon, on pourrait se dire, ah, j'étais idiot, pourquoi j'ai pas été à Bourse Directe? Chez Bourse Directe, ça a l'air quand même mieux. Oui, il y a d'autres critères qui peuvent vous aider à choisir et je vais en parler juste après. Et là, vous voyez, montant de dépôt minimum, il est de 100 € chez Fortuneo. Vous voyez, chez Before Bank, on est tout de suite à 1000 €. C'est énorme. Et là, 300 € chez Boursorama. C'est un des critères qui peut vous faire vous décider finalement. Boursorama, il y a eu un problème. Ça doit être réservé, c'est réservé aux clients de la banque. Fortuneo, pas forcément. Il faut savoir que j'utilise plus une autre banque de façon standard. Et mon PEA est chez Fortuneo, c'est pratiquement tout ce que j'utilise chez Fortuneo, c'est juste leur PEA. Donc ça, c'est un autre plus. Bon, le service est standard. Là, je dirais qu'il est bien plus important, il est plus élargi à la semaine, 8h, 22h. Dans le cas de Fortuneo, c'est 9h à 20h. Boursorama, franchement, me paraît une super banque. Pour ceux qui l'ont choisi, c'est un bon plan. D'ailleurs, regardez, les taux, ils sont pas très élevés non plus. Ce qui me gênait chez Boursorama, et ce qui a tranché pour ma part, c'est ça. C'est qu'au-delà donc dans certaines bourses européennes, vous voyez, on est plutôt à 0,45%, ce qui correspond à des frais qui cognent tout de suite plus cher que ici. D'un autre côté, là, vous voyez, on était à 0,22% pour tous les frais d'ordre compris entre 3500 et 10 000 €. C'était pas beaucoup plus cher que ceux de chez Fortuneo. Et là, on est à 0,12% pour tous les frais d'ordre supérieurs à 10 000 €. C'est très avantageux. Vraiment, j'ai beaucoup hésité entre ces deux-là. Et il y a un autre truc qui peut faire choisir Boursorama. J'en parle tout de suite. C'est leur site. Je trouve que leur site est génialissime. D'ailleurs, je l'utilise souvent pour aller voir un petit peu l'évolution, les cours. Pourquoi? Parce qu'il est très intuitif. Pour un débutant, je trouve que Boursorama a une plateforme visuelle très intuitive, facile à lire et très bien pour débuter. On y retrouve quoi ici? Bon, bah écoutez, il y a son cours actuel, sa montée du jour. Je vous fais les choses vraiment très simples. Vous avez accès à la date du dernier dividende, 13/01/2022. Donc là, on est sur l'action Kering. On a le carnet d'ordre qui est juste là. Donc les achats, les ventes, la quantité d'achats, de ventes. Pour l'instant, on a une globalité d'achats sur la journée. On va descendre. On a accès au graphique, à la journée, 5 jours. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il y a eu une chute assez importante, de 695, on vient de chuter. 681, non mais c'est rien du tout.
Là, il y a eu un bon moment pour investir dedans, hein, c'était ici, là, c'est tombé à 660. C'est une grosse valeur. Kering, ça fait partie du CAC 40, il me semble. Et donc, c'est quand même une valeur sûre d'investir chez eux. Et d'ailleurs, si on regarde vraiment long terme, regardez ce qu'ils font. Hein, je veux dire, ils n'ont jamais cessé de monter. Des fois, ils ont des petites chutes. Hein, donc là, ils étaient à quoi? Un bon 500 €. Et pouf, ils sont retombés à 400. Pouf, ils sont remontés à 500. Là, 400. Là, ils remontent à 600. Là, ils ont chuté du côté de 400 et quelques. Peut-être 500. Là, ils ont monté 600, 600. Et là, vous voyez, hein, ne cesse de monter. Disons doucement, mais sûrement. Là, vous avez l'historique des 5 jours. Les données encore historiques antérieures. Donc, on voit l'évolution hein, par rapport à des jours précédents, en fait. Et là, vous avez le consensus des analystes. Alors ça, sous réserve, hein, avoir confiance ou non. Les analystes vous proposent leur analyse. Donc, leur objectif de cours au cours des 3 mois, c'est 800,28 €. Donc, ils estiment qu'il y a un potentiel de 17,36% de plus-value au cours des prochains mois. Et donc, ils recommandent d'acheter. Ce que je recommande d'ailleurs aussi concernant Kering, hein, il était il y a quoi en début de semaine ou la semaine dernière, il était à 730 €. Là, il a acheté à 681. Je pense que c'est un bon moment pour investir. Il était même descendu à 660 il y a quelques jours. Donc là, vraiment, si vous cherchez une bonne valeur qui va vous rapporter au moins 50 balles par action, je dirais, dans les quelques jours ou quelques mois qui vont suivre, c'est une bonne idée. Alors, il y a le dividende qui est tombé il y a peu, qui était de 3,5 € par action. J'avais 8 actions, je crois, chez eux. Donc, ça m'a fait 8 fois 3,5 € de dividende. Maintenant, j'ai acheté un peu cher parce que si on regarde il y a 5 jours, le cours était plus haut que ça. Alors, on devait être plus par là. Hein. Donc, j'ai acheté un peu cher, mais je m'en fais pas du tout. C'est une valeur qui va remonter. Je vais sortir bénéficiaire de cette action. Donc voilà, là vraiment on a un visuel que je trouve super chez Boursorama. Donc Boursorama, c'est un peu la banque que je recommande à tous les débutants. C'est je trouve qu'elle propose une belle plateforme et en plus de bons avantages finalement concernant les frais. Vous voyez, hein, par rapport à des banques standards, voilà, les frais sont ici, c'est pas mal du tout. Maintenant, elle est notée qu'à 2 étoiles. Aucune idée de pourquoi, hein, je vous avoue, puisque je ne l'ai pas choisi finalement. J'étais chez Fortuneo. Alors, je suis chez Fortuneo, donc parce que les droits de garde sont gratuits. Frais d'inactivité, bon à la limite je m'en fichais, mais j'aime autant que ce soit gratuit. Et les frais d'ordre, je les trouvais globalement plus intéressants. Plus intéressants au long terme que ceux de Boursorama et les autres. Alors pourquoi je n'ai pas choisi Bourse Direct, qui est en effet le plus avantageux parmi ceux-là. Il y a le visuel en fait. Alors, regardez ça. Honnêtement, je pense que Bourse Direct, je suis d'accord hein, que c'est sans doute la meilleure banque pour le PEA. Elle est top, je pense, pour tous ceux qui maîtrisent très très bien le sujet, qui maîtrisent très bien le fonctionnement d'un PEA, l'évolution. Mais je trouve qu'elle n'est pas intuitive, elle est peut-être trop complète. En fait, la plateforme me paraît compliquée. Le visuel, vous voyez, le visuel a une très grande importance, je pense, sur votre motivation et vos investissements. Donc j'ai choisi Fortuneo, parce que c'était un peu l'entre-deux finalement entre Boursorama et Bourse Direct. Je retrouvais en gros en moyenne ce que je recherchais dans Fortuneo. La plateforme me paraît correcte, je la trouve pas forcément meilleure d'un point de vue visuel que Boursorama, hein, mais correcte, plus facile à comprendre que Bourse Direct. Et donc, étant moi-même pas novice, mais disons que j'ai un niveau intermédiaire dans tout cela,
Comme je considère avoir un niveau intermédiaire, j'ai préféré aller chez Fortuneo qui correspond à une plateforme que je maîtrise bien, plutôt que de m'envoyer chez Bourse Direct et me retrouver face à une plateforme que je maîtrise pas du tout. Donc voilà, j'ai préféré viser de la simplicité plutôt que de viser celui qui est le meilleur d'un point de vue qui a tous les avantages d'un point de vue frais. Voilà. Alors, du coup, laquelle je vous recommande, ça dépend de votre profil en fait. Si vous êtes un mec super doué en bourse, qui maîtrise bien les plateformes, les échanges, et qui maîtrise bien, qui ça fait pas peur de se lancer là-dedans, chez Bourse Direct, franchement, aller chez Bourse Direct, hein, oui, actuellement, c'est la meilleure que j'ai vue sur le marché. Je vous le cache pas, en termes de taux, de frais, d'avantages, c'est en effet la meilleure. Même les outils de gestion, en effet, ils proposent plein de choses que... Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'ils proposent tellement de choses que j'avais un petit peu peur de ne pas maîtriser. Peut-être qu'à l'avenir même, je vais le regretter, parce que si ça se trouve, ça m'aurait mieux convenu au long terme. Peut-être même que plus tard, je basculerai mon PEA chez Bourse Direct. D'un autre côté, faites vraiment attention à la première banque que vous choisissez pour votre PEA, parce que vous allez payer des frais à basculer votre PEA vers une autre banque. Et plus vous aurez de lignes, donc de lignes, c'est-à-dire d'actions achetées et conservées, plus vous allez payer des frais plus ou moins chers, plus ou moins importants, pour faire votre basculement d'une banque à une autre. Et il y a un autre inconvénient de basculer votre PEA d'une banque à une autre, je le sais pour l'avoir fait, hein, c'est que pendant le transfert, eh bien votre PEA est gelé. Donc c'est-à-dire que vos actions sont gelées, vous ne pouvez plus vendre vos actions. Donc s'il y a une chute et que le transfert, moi, il a pris un bon 2-3 mois, ça a été long, ça a été très long. Donc, et justement, il y a une chute. J'aurais pu vendre avec avantage des actions que j'avais chez Renault. Finalement, je les ai vendues à perte parce que pendant tout ce temps, j'ai pas pu les vendre. Et il y a eu une chute importante juste après. Et moi, j'ai pu vendre qu'à un moment donné où c'était un chute. Alors, j'ai vendu quand même avec une perte parce que je savais que je pouvais faire mieux sur d'autres actions. Des fois, il vaut mieux vendre. Alors ça, c'est un conseil que je donne d'investissement. Des fois, c'est pas grave de perdre 100 ou 200 euros sur des actions, si derrière on est à peu près sûr de pouvoir rejalonner sur une autre valeur, donc sur une autre action et récupérer le double. Donc c'est pas idiot de sortir 5000 euros qu'on a sur une action et au final avoir perdu 200 dessus, si c'est pour les replacer ailleurs et gagner par ce nouveau placement 1000 euros dessus. Vous voyez, ça sert à rien, je pense, de bloquer son argent pendant 10 ans en attendant que ça repasse dans la barre du positif, quoi. Ce qu'en attendant, c'est de l'argent qui travaille plus finalement, qui vous fait plus d'argent. Maintenant, hein, chacun a ses stratégies. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment moyenner leur coût. Alors, moyenner son coût sur un PEA, ça veut dire que vous êtes en perte et du coup, vous allez contrer le prix d'achat, hein, le prix auquel vous avez acheté vos actions, en rachetant en gros 2 fois plus, ce qui va permettre de baisser votre cours d'achat. Et comme ça, vous n'avez pas besoin que Kering réatteigne une valeur trop importante pour ressortir bénéfique de votre investissement dans cette action. Alors oui, ça peut marcher, d'un autre côté, ça peut être dangereux. Parce que imaginez que finalement l'action, elle continue de descendre. Donc le cours continue de chuter, et vous, c'est bien, vous avez racheté le double de ce que vous avez à un cours que vous pensiez avantageux. Donc qui finalement ne l'est pas, puisque vous aurez encore le cours qui aura chuté. Alors quoi? Vous allez encore moyenner votre cours, donc il va falloir réinvestir le double de ce que vous avez investi. Mais là, vous imaginez, c'est une somme qui devient énorme pour contrer le cours de l'action qui a baissé. Et imaginez qu'elle continue de baisser, de baisser, de baisser, et finalement l'entreprise coule, vous avez tout perdu. Alors je ne sais pas exactement si ça peut arriver. Si, mais si, ça peut arriver justement. C'est le risque un petit peu dans l'action. Ce pourquoi, d'ailleurs, c'est un des conseils que je donne. Je dis pas que c'est bon, je dis pas que j'ai raison, mais en l'occurrence, je suis quelqu'un qui prend pas de gros risques dans ce style d'investissement.
J'ai des investissements plus ou moins sûrs, et ça, c'est un petit peu ce que je recommande à tout le monde. Il y en a peut-être qui ont perdu de l'argent sur Chainmine, qui finalement s'avère être un scam, qui est parti. Oui, en effet, c'était un des investissements risqués, que je considérais risqué de base. J'en suis pas sorti beaucoup rentable dedans, hein. Il me semble que j'en suis sorti avec 200 € de bénéfices, ou 220. Bon, c'est pas énorme vis-à-vis de ce qu'il proposait. Je suis assez déçu qu'il soit parti si tôt, je m'y attendais pas vraiment. Toutefois, j'ai pas toutes mes billes au même endroit. Comme c'est un risque, j'ai pas investi non plus toute ma fortune dedans. Mes investissements sont assez diversifiés, et surtout il y a une régularité dans ce que j'ai investi. C'est-à-dire que j'ai pas mis 10 000 € sur le même truc et 2 000 sur le reste, enfin et 1 000 sur le reste. Pour moi, il y a mon PEA. Le PEA, c'est un petit peu ma valeur sûre. C'est ma valeur sûre, et dedans, du coup, je prends pas trop de risques. Traduction, j'investis énormément dans le CAC 40, dans le SBF 120. SBF 120, déjà, il y a déjà un peu plus de risques. Mais voilà, j'ai conscience d'être dedans. Vous voyez ici, on le sait ici, cette entreprise, elle fait partie du CAC 40. Donc il y a assez peu de risques qu'elle ferme, qu'elle boucle, et que je perde mon argent. C'est presque impossible en fait. Toutefois, même dans le doute, même si je pense que c'est une bonne valeur, eh bien j'ai pas tout investi dedans, même si j'en investis pas mal. J'ai peut-être investi quand même 7 000 € dedans. Je dois avoir 2 000 encore qui restent, et qui va me servir éventuellement si le prix chutait vraiment et que je trouvais que ce serait encore plus avantageux de racheter une ou deux actions dedans. Pourquoi pas, je le ferai. Quoi qu'il en soit, j'aime bien avoir toujours 2 à 3 000 € de sécurisé de côté. Comme ça, si jamais j'ai une déception, que finalement ça n'a pas fait du tout ce qui était prévu, qu'il y a eu une couille, que finalement l'entreprise, je sais pas, elle a brûlé, il s'est passé un truc qui a fait chuter le cours, bon bah même si je vends à perte, voilà, j'ai pas tout perdu finalement. Je vends peut-être à perte, mais j'avais sécurisé de l'argent que j'avais pas investi dedans. Voilà. Et quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, ça c'est ma valeur sûre. Vraiment, il y a assez peu de chances de perdre vraiment beaucoup d'argent dans le PEA en faisant comme je fais. Je cible les dividendes aussi. C'est-à-dire que je repère un petit peu dans les AG quand est censé tomber le dividende d'une entreprise pour lequel je trouve avantageux finalement de toucher ce dividende. Je me dis aussi que ça va attirer les investisseurs. Très souvent, il y en a d'autres qui surveillent ça. Et donc quand le dividende est intéressant et que le rapport rendement est important, ça attire des investisseurs. Et donc forcément, ça finit par faire monter le cours, en général 2 mois avant. Donc souvent, c'est des bons moments pour investir. Donc si vous savez que, je sais pas, en juillet, il y a l'action de Telsat qui va tomber, bon, j'ai dit ça au hasard, mais si vous savez qu'il y a l'action de Sèche Environnement qui va tomber en juillet, tiens, par exemple, bon bah c'est pas inintéressant d'investir 2 mois avant, 5 à 6 000 € dedans, ou 1 000 €, suivant vos moyens, 500 ou 1 000 €. Et du coup d'investir dedans, toucher les dividendes et avoir créé, et ça c'est très important, créer un ordre intelligent. On peut le faire dans chaque PEA, créer un ordre intelligent qui va vendre à un cours avantageux pour vous. Donc quand vous allez voir que ça aura bien monté et que vous serez au-dessus de votre valeur, mettez un ordre intelligent qui vendra au cas où le cours se met à chuter. Très souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Quand le dividende est tombé le jour même, pouf, il y a tous les ordres automatiques de tous ceux qui sont même là le matin. Il y en a, ils sont là dès le matin, qui passent et le cours se remet à chuter d'un coup. Alors quand ça se passe comme ça, c'est bien d'avoir créé son ordre intelligent et du coup de ne pas perdre sa plus-value par l'augmentation de la valeur du chiffre. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Mon conseil, c'est Boursorama pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, qui seraient vraiment novices. Et ben, je pense que c'est une bonne plateforme pour un PEA. Pour ceux qui sont à un niveau intermédiaire, plus comme le mien, Fortunéo me paraît génialissime. Pour ceux qui ont un top niveau expert, Bourse Direct me paraît être le plus complet, celui qui va plaire le plus à des professionnels finalement.
Voilà, c'est mon petit diagnostic, mon petit conseil pour investir dans un PEA à l'heure actuelle. Donc je recommande Fortuneo hein, pour les intermédiaires. Moi d'ailleurs je suis chez eux, donc forcément j'ai plus l'habitude de ce qu'ils font. On peut aussi faire appel à des courtiers qui peuvent investir à votre place. Je sais pas si c'est le cas chez Fortuneo. Moi j'ai tendance à tout faire moi-même parce que je trouve de façon traditionnelle plus intéressant de faire moi-même. L'an dernier, j'ai fait un bon 20% dans la bourse de plus-value, quelque chose comme ça en tout cas. Donc voilà, c'est souvent plus avantageux de faire par soi-même, mais ça implique d'y passer un petit peu de temps en temps. Alors évidemment, dans ma position et suivant les métiers qu'on a, je comprends qu'on n'ait pas toujours le temps. Alors sachez que j'y passe pas des milliers des cents, hein. J'ai moi-même pas le temps de ça. Donc ce que je fais, je consulte quelques valeurs, je regarde excessivement quelques entreprises que je cible. Et donc quand je sens que c'est le bon moment d'investir, pouf, j'y mets de l'argent, j'écris un ordre intelligent éventuellement, et je repère quand est censé tomber le dividende, et j'y passe plus pendant un mois ou deux, ou éventuellement je surveille un peu le cours, mais vraiment rapidement, hein. Ah, une appli indispensable d'ailleurs quand vous avez des actions, c'est investing.com. Utilisez investing.com, c'est une application que vous retrouverez sur mobile. C'est idéal pour surveiller vos cours. Vous créez une section, vous avez plusieurs favoris. Donc vous mettez dans vos favoris les actions dans lesquelles vous avez investi. Et comme ça vous permet de surveiller sans avoir besoin de vous connecter sur vos comptes et à vos banques, de surveiller les évolutions de cours et où en sont vos valeurs. Donc c'est juste, ça prend quoi 2 minutes à peine. Je le fais pas tous les jours, hein, soyons clairs, je le fais peut-être une fois toutes les semaines. Voilà, c'est là où on voit que je suis pas un professionnel. Un professionnel, évidemment, qui y serait tous les jours. D'ailleurs, il y en a, ils font plus de l'instant trading. Je suis pas tout à fait dans l'instant trading, dans la mesure où, en général, je garde mes actions 2 à 3 mois. Un bon 3 mois. Des fois même 6 mois. Bon, ceux qui sont dans l'instant trading, c'est à la journée qui sont de la plus-value. D'ailleurs, là, sur Kering, il y aurait eu moyen, hein. Si on avait acheté des actions à 660 euros, là, quand elles sont descendues à 660 euros il y a quelques jours, et qui vont monter à 700 euros d'ici quelques jours, je pense, bon, voilà, on a déjà fait 40 balles de plus-value par action, hein. C'est énorme. Évidemment, plus vous investissez par contre d'argent, donc plus vous allez acheter un certain nombre d'actions qui va avoir un certain prix, plus le prix va être élevé, bien plus vous allez payer des frais de courtage élevés, mais adaptés. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Dans le cas de Fortuneo, je vais payer 0,2% de ce que j'investis pour un ordre supérieur à 2000 euros. Donc quand j'investis 5 à 6 000 euros dans les actions, par exemple de Kering, vous voyez que la valeur elle est de 681 euros l'unité, hein. Donc c'est une action qui est assez chère actuellement, qui a bien monté. Voilà, donc 7000 euros, c'est vite atteint en 8-10 actions de chez Kering. Et là, 7000 euros, vous allez payer 0,2% de 7000 euros. Ce qui n'est pas excessif, dans la mesure où 2%, ça fait du 2 euros par 1000. Ça fait donc environ, j'avais dit 7000, c'était un exemple, mais faisons, ça fait 14 euros pour avoir investi 7000 euros. Donc vous avez payé 14 euros de frais de courtage. Si derrière c'est pour en retirer 40 euros par action, en sachant que vous allez encore repayer des frais d'ordre de sortie, certes, mais vous serez retiré bénéfique finalement de cet investissement. C'est quand même l'objectif principal. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, j'ai fait le tour. À vous de choisir maintenant celle qui vous convient le mieux. Celle-là a l'air bien notée, mais je la connais pas plus que ça. Je vous ai quand même mis sous les yeux des indications. Donc oui, le PEA, c'est super avantageux. Attention, vous avez le droit qu'à un seul pour la vie. Enfin, dans toute votre vie, non. Mais disons que vous avez le droit qu'à un seul en même temps, hein. Personne n'a le droit d'avoir 2 ou 3 PEA dans des banques différentes. C'est un.
Et tant que vous ne l'avez pas fermé, c'est 1 pour votre vie, quoi. Alors éventuellement, si vous ouvrez un PEA, finalement vous retirez de l'argent, vous le fermez, je pense que vous avez le droit d'en recréer un, enfin d'en réouvrir un, pardon. Vous avez le droit d'en réouvrir un et puis vous repartez de zéro. C'est ça dont il faut avoir conscience. Si vous en réouvrez un, vos 5 ans là d'attente pour être défiscalisé, sont réinitialisés. Vous devez de nouveau attendre 5 ans pour être défiscalisé d'impôts. Donc c'est peut-être pas l'idéal de boucler votre PEA une fois que vous avez passé vos 5 ans. Je vous conseille de vous arranger pour toujours garder au moins des sommes dessus de façon à ce qu'il se ferme pour pas perdre cet avantage de défiscalité. Dans mon cas, je vais bientôt y être, hein. Il me reste encore 1 an, je pense, et mon PEA sera justement défiscalisé. Je l'avais ouvert il y a pratiquement 4 ans et j'y ai pas touché pendant 1 an ou 2, hein, vous voyez, parce que je savais pas encore trop quoi en faire, mais je m'étais dit que ça vaudrait le coup de l'ouvrir parce que en effet, il sera défiscalisé au bout de 5 ans après son ouverture. Donc je l'ai ouvert plus pour l'ouvrir, aussi parce que j'ai eu 80 €, il me semble, bonus d'avoir déposé 100 € dessus et d'avoir ouvert le compte. Mon regret, c'est de pas l'avoir ouvert directement dans une banque en considérant les avantages dont je viens de vous parler, parce que à cette époque-là, je ne connaissais pas. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle, c'est important que vous ayez conscience qu'il y a ces frais-là dont il faut tenir compte et qui sont différents suivant la banque que vous allez choisir pour votre PEA. Après, certains peuvent s'arranger, hein. Je pense que ceux qui ont des gros comptes, donc des gros PEA dans leur banque, peuvent obtenir des avantages, ne serait-ce que sur les droits de garde, les frais de garde. S'ils demandent des avantages auprès de leur banque, je pense qu'ils peuvent les obtenir, hein. C'est dans l'intérêt de la banque de vous garder, donc ils doivent, quelqu'un qui a 30 lignes, je pense qu'ils peuvent lui faire des prix un peu plus avantageux que ce qu'ils font d'ordinaire. Maintenant, il faut avoir conscience qu'il y a des banques qui vous permettent de les avoir gratuits. Et ça a été un des critères de choix que je trouve très important. Donc il reste une dernière chose à voir dont je n'ai pas encore parlé et c'est une question que s'est déjà posée, c'est que se passerait-il si la banque finalement faisait faillite et qu'adviendrait-il de notre PEA, de notre argent qu'on a dessus? Alors pas de souci là-dessus. Si jamais ça arrive, déjà il faut savoir que tous les comptes titres que vous avez, eh bien ça n'appartient pas à la banque, ça. Votre courtier n'est pas propriétaire de vos actions, ni de vos obligations, vos SCAV. Donc, normalement, en cas de défaillance, il devrait vous être restitué. Ça, il n'y a pas de problème. Et si jamais ce n'était pas le cas, il existe une garantie des titres gérée par les fonds de garantie de dépôt. Et donc, vous pourrez recevoir une indemnisation maximale de 70 000 €. Donc, jusqu'à 70 000 €, vous êtes couvert, hein, rien que sur les comptes titres. Parce que les liquidités ensuite qui correspondent, donc il faut savoir quand on a un PEA, on a un compte titre et un compte espèce. Le compte titre, c'est vos actions, c'est ce que vous détenez. Le compte espèce, c'est l'argent que vous avez de côté dans votre PEA, mais que vous n'avez pas réinvesti ou pas encore investi dans des actions. Donc qui est de côté, qui est sécurisé. Et alors concernant justement ce compte espèce, lui aussi, il va être remboursé normalement. Donc les liquidités qui figurent sur le compte espèce, elles sont couvertes. Elles sont couvertes par le fonds de garantie des dépôts et eux, elles le seront à hauteur de 100 000 € par personne et par banque. Donc, vous avez, si jamais la banque faisait faillite ou que ça faisait défaut, normalement, ce qui est censé se passer avec votre PEA, c'est que vous serez remboursé jusqu'à une hauteur de 100 000 € pour l'argent qu'il y aura sur votre compte espèce. Et normalement, vous serez pour récupérer l'intégralité des titres que vous avez dans votre compte titre. Donc, tout ce qui est vos actions, vos obligations, etc. Mais si jamais c'est pas le cas, vous avez aussi une indemnisation possible sur votre compte titre qui est à hauteur de 70 000 €. Donc, en tout, vous pouvez recevoir 170 000 € dans le cas où la banque ferait faillite. Sur l'argent que vous détenez. Vous êtes sécurisé jusqu'à une hauteur de 170 000 €. Donc 70 000 € dans vos actions et 100 000 € dans votre compte espèce. Donc sur l'argent que vous avez de côté dans le PEA qui n'est pas en action.
Même si normalement, ce qui est censé se passer, je le répète, c'est pas que vous receviez l'indemnisation de 70 000 € pour les actions que vous déteniez. Non, normalement, ce qui est censé se passer, c'est que vous récupérez les actions que vous avez, puisqu'elles n'appartiennent pas au courtier. Donc, elles vous appartiennent finalement. Voilà, ça c'est ce qui est censé se passer. Alors, c'est génial, ça veut dire que dans l'ensemble, pour si vous êtes quelqu'un qui n'a pas énormément d'argent, dites-vous que là-dessus, il n'y a pas de risque non plus, parce que vous serez remboursé largement intégralement de ce que vous détenez dès l'instant où vous détenez pas plus de 70 000 € d'actions. Donc voilà, c'est pas trop risqué. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a 1 million d'euros sur votre PEA, là c'est déjà beaucoup plus risqué, parce qu'évidemment 1 million d'euros, c'est une somme phénoménale et vous ne serez remboursé qu'à une hauteur maximum de 170 000 € sur l'argent que vous détenez dans votre PEA. Et encore, ça veut dire que ça implique que vous ayez 100 000 € dans le compte espèces et 70 000 dans le compte titre. Si vous avez tout dans le compte titre, vous ne serez remboursé que 70 000 €. Donc là, vous avez un risque important. À votre place, j'en retirerai quand même. J'en retirerai. 1 million d'euros, c'est génial, ça peut permettre de faire plein de choses dans le PEA, d'acheter beaucoup plus d'actions. D'un autre côté, c'est risqué dans le cas où la banque fermerait, alors ce qui est extrêmement rare. Une banque qui ferme en France, ça arrive pas souvent. D'un autre côté, il y a eu le cas récemment d'une banque en ligne qui s'est mis à voler ses clients. Alors, c'est pas censé arriver, mais comme quoi ça arrive, normalement vous aurez quand même une assurance sur votre PEA qui est censée fonctionner. Donc si vous avez 500 000 € par exemple sur votre PEA, je vous conseille d'en retirer sur votre compte bancaire. Alors après les 5 ans, de façon à être défiscalisé dessus, pour éviter justement ce risque de si la banque s'en va, vous perdez quand même plus de la moitié de votre argent. Donc ressortez-le, investissez dans de l'immobilier en contrepartie, utilisez-le pour acheter un bien immobilier, mettez-le en location, ce bien, ça peut être une bonne idée. Ça vous fera toujours de la renta à côté et en même temps, vous risquez plus l'argent que vous avez sorti. Je recommande à tout le monde de garder un maximum 200 000 € sur son PEA. Alors après, peut-être certains ont beaucoup plus, certains ont confiance. Je pense que si vous avez 1 million d'euros sur votre PEA, peut-être vaut mieux ne pas passer par une banque en ligne. Vaut peut-être mieux passer par une banque dont on est sûr que normalement elle partira pas avec vos investissements. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais ajouté. Je pense que j'ai vraiment fait le tour sur les PEA. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour choisir sa banque, ouvrir son PEA, bien commencer. Après, investir dans les actions, ça implique des choix, donc ça dépend énormément des profils. Tout le monde fonctionne pas de la même façon. Je pense qu'il faut avoir une bonne raison d'investir dans une action chez une entreprise. Et une fois que votre but a été atteint à travers cette entreprise, ou alors vous pensez qu'il n'est plus atteignable, il faut sortir votre argent. Le pire moyen d'investir, c'est de suivre quelqu'un qui dit que c'est bien, pas savoir pourquoi, le faire, et pas savoir comment sortir. Ça, c'est un peu le piège, vous voyez, quand on est débutant, j'entends. Donc, fixez-vous un objectif. Pourquoi vous investissez dans cette entreprise? Qu'est-ce que vous visez en investissant dedans? Et une fois que vous avez atteint votre but, vous sortez direct l'argent sans vous poser de questions. Et vous choisissez un autre objectif. Ou, si vous pensez que ça n'atteindra pas ce but, essayez d'en sortir avec un peu de plus-value, mais pas autant que prévu. Ou parfois, vaut mieux sortir avec perte. Et ça, c'est mon conseil. Je dis pas que c'est le meilleur conseil qui soit, c'est un avis personnel. Voilà, donc j'ai terminé avec ça. Et je pense vraiment avoir fait le tour. Voilà, je vous dis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous inscrire. Merci pour votre soutien. Il y a eu un gros boom sur ma chaîne YouTube qui est parfaitement inattendu pour moi. Dans le sens où je m'attendais pas à me retrouver avec 92 000 vues pour une vidéo, surtout pédagogique, que j'ai faite essentiellement pour travailler des mathématiques en classe. Et que je partage avec la communauté volontiers.
avec plaisir, et aussi à des collègues qui voudraient travailler avec ces vidéos. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse un tel boom finalement, donc je remercie tout le monde. Mais habituellement, c'est quand même pas le kiff des gens d'aller regarder des vidéos de maths, c'est ce que je me dis très souvent. Je fais partie des gens qui adorent ça, donc pour moi c'est un plaisir. Mais je sais bien que ça doit être une minorité dans notre monde aujourd'hui, donc je suis surpris et agréablement surpris. Donc merci à tous. Si ça vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Je continue, je switch, je fais vraiment des vidéos sur de l'investissement. J'ai pas mal d'invest parce que j'aime ça aussi, hein, et c'est important à l'heure d'aujourd'hui, je pense, d'investir notre argent plutôt que de la laisser dormir sur un compte. Deuxième chose, je switch avec des vidéos pédagogiques, c'est vrai. Je switch aussi avec des vidéos qui vont servir pour les élèves, peut-être pour les parents, pour des collègues aussi. Je ferai peut-être des tutos concernant l'éduc de Normandie. On m'a demandé récemment de l'aide concernant l'utilisation de Moodle, sachant que moi je l'utilise dessus, donc j'ai fait un petit peu de l'auto-apprentissage, hein. J'ai appris tout seul en faisant, donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est macrophage. Donc je comprends que certains collègues s'embêtent pas ou ont besoin d'être formés dessus, c'est normal. Et je proposerai peut-être des vidéos tuto concernant cela. Voilà, donc je vous dis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous s'il vous plaît, lâchez un like au moins si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt.